Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Catchacast. Aujourd'hui, quel sera le sujet? Mystère, mais avant de commencer, on va se présenter, on va pas déroger à la règle. Nous sommes trois aujourd'hui, donc moi-même, Mehdi Des de l'univers merveilleux de Despodcast. Despodcast, c'est quoi? Allez voir sur despodcast.fr, vous verrez, c'est plein d'émissions très sympathiques. Et en parlant de plein d'émissions sympathiques, nous avons un nouvel ancien, on va dire, qui répond au doux prénom de Mathieu. Coucou Mathieu. Bonjour Mehdi, bonjour Félix et bonjour tout le monde. Et il a déjà spoilé le troisième chroniqueur, il est formidable, il a déjà Pardon. Non, t'inquiète pas, et c'est raccord avec la thématique Avec du la jour. thématique. Et Mathieu, en l'occurrence, c'est un ami de longue date, podcasteur ici à là, il a été sur aubalgauchedroite.fr et puis il est surtout depuis les origines sur le podcast Suicocast, qui est une autre production Despodcast, mais on va pas vous embêter avec ça, on vous invite à aller voir, comme je disais tout à l'heure, Suicocast et surtout despodcast.fr. Et puis l'inénarrable, l'incroyable, l'unbreakable, l'imbotchable Félix. Coucou Félix. Salut les gars. Et j'en profite pour aussi dire et rendre à César, parce qu'en général, quand c'est à la fin, les gens ne sont pas forcément jusqu'à la fin, parce qu'ils sont appelés par leur famille, leurs enfants, surtout si vous écoutez ça le week-end, comme nous quand on enregistre. Donc Félix, que je remercie, et qui est vraiment à l'origine beaucoup de l'essentiel des promos, du montage et de beaucoup de choses que vous avez sur le Catchacast, les match-up et non pas les match-up, qui est encore autre chose. Et voilà, donc j'en profite parce que c'est bien de le dire de temps en temps. C'est gentil, mais je veux pouvoir mettre des chaussures à l'avenir aussi quand même. Bah ouais, mais vas-y, profite. Au pire, si tu mets pas les chaussures, tu t'arriveras plus à mettre ton écharpe. Et on va commencer parce qu'on en parlait, on blaguait un petit peu. Si vous êtes un peu finot, si vous êtes un smart, que sais-je, du catch, vous aurez deviné qu'on va parler de botch. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ceci, les recettes, les proportions pour 4 personnes? Déjà, la tarte à la crème, la patate chaude, qu'est-ce que c'est qu'un botch? Mathieu ou Félix, je vous laisse vous emparer de la question, de la définition. Ah bah, moi je laisserai Mathieu, parce que c'est Mathieu. Oui. Inside Private Information, c'est Mathieu qui nous a proposé ce sujet-là. Exactement. Ouais. Tout à fait. Et le botch, si on regarde la définition stricte du dictionnaire, c'est le fait tout simplement de gâcher quelque chose en le ratant. C'est la définition la plus simple que j'ai pu trouver. Et évidemment, ça prend une dimension toute particulière dans le catch, puisque on est sur des combats, pardon si je spoil à des gens, mais on est sur des combats qui sont chorégraphiés, et donc techniquement on peut rater un combat en ratant un mouvement. Chose qui n'est évidemment pas possible. On parlera pas d'un botch au foot, par exemple, si un mec tire à côté, parce que l'échec est admis comme étant une possibilité, ce qui n'est pas tout à fait le cas au catch. Oui. Et donc voilà, un botch, c'est tout simplement quand un lutteur ou une lutteuse se foire. Donc se foire dans un mouvement, se foire dans une promo, donc les petits speeches qu'ils ont entre les matchs. C'est les ratages d'une manière générale. Je sais pas si vous voulez compléter. Moi je veux bien rebondir, parce que j'invite tous nos auditeurs à écouter notre double épisode sur l'art des promos, où on a parlé des promos ratés, / botchés, voilà. Tu peux, n'hésite pas. C'était juste pour relancer l'émission ou sur l'émission, ou pour préciser d'autres choses sur le botch? Ah non, c'était juste
pour C'est juste faire ça. de l'autopromo Et gratuite. c'est largement suffisant. Et comme je suis un gros relou, l'autopromo aurait pu être discrète, mais non. Voilà, il y en a un qui arrivera plus à mettre ses souliers, l'autre il arrive même pas à les On enfiler. va Donc faire un décompte de botch à la fin de l'émission. ce serait pas mal. Faites-le et relevez, faites votre top des meilleurs botches de cette émission. On va se lancer donc sans plus tarder. Il y a une précision qui est intéressante qui nous permet de faire un coucou et des bisous un peu ironiques à ceux qui nous disent ah mais le catch c'est pour défaut parce que quand même Mathieu a précisé que on est bien sur des actions chorégraphiées, les chutes sont réelles et l'échec, comme le disait Mathieu, n'est pas permis puisqu'il peut être synonyme de mort. Hein, je le dis avec une petite intonation de souriante, mais c'est une réalité. Hein, dans le catch, on met vraiment littéralement sa vie sur certaines prises entre les mains de son coéquipier, sa coéquipière. On va continuer sans plus tarder après cette petit rappel morbido rigolo avec un phénomène qui a un petit peu porté au nu. Si vous ne connaissez pas, on vous invite vraiment à aller découvrir cette pépite. Hein. On peut dire que de la même manière que religieusement, il y a des préceptes à respecter, qu'il y a des piliers de l'islam, qu'il y a le jeûne, le carême, qu'il y a effectivement le Hanouka et un peu le Hanouka, le pilier de l'islam du catch, du fail, en tout cas, ce serait Bochamania. Alors on va y revenir forcément. You Fucked Up et autres joyeusetés, ça sera notre premier grand axe et puis grand axe pardon. Et puis ensuite on viendra à ce fameux syndrome Fucked Up et après on discutera beaucoup plus largement des cas de botch. C'est un petit peu le menu que nous ont concocté, cuisiné ces chers Félix et Mathieu. Et on va tout de suite vous dire ce que c'est que Bochamania si vous ne connaissez pas encore, ou simplement vous le rappeler si vous êtes quelqu'un d'éclairé. Parmi vous, messieurs, qui souhaite se lancer? C'est une chaîne YouTube, mais au-delà de ça, qu'est-ce que c'est? Bah moi je veux bien. Alors Botchamania, c'est alors à l'heure actuelle, c'est des vidéos, des montages de ratés, de botch, de catch, que ce soit sur le ring ou autre, et bien plus encore. Ça peut être aussi des anecdotes de catcheurs sur leur carrière, etc. Et toujours monté et réalisé par le même homme. C'est un Britannique qui a pris le pseudo de Matthew Gregg, il me semble, son nom complet. Tout à fait, ouais. Et maintenant, c'est des vidéos qui sont hebdomadaires. Pendant un temps, c'était pas le cas. Il y a eu des grosses pauses. Et on est, je crois, au 400e épisode ou quelque chose comme ça. Non. Et non, c'est ça ou c'est pas ça? Si, Si, c'est ça. de mémoire, On est même au-delà, ouais. Même au-delà. 430, je crois, quasiment. D'accord. Et en fait, c'est donc j'ai retrouvé un de ses posts d'il y a très longtemps où il expliquait l'origine de Botchamania. Et en fait, ça vient des premières heures de YouTube, donc 2005-2006, où il y avait une vidéo qui traînait, qui s'appelait, je vais vous retrouver ça, qui s'appelait Wrestling Mistakes and Bloopers. Donc les erreurs et les ratés dans le catch. Et elle a été remontée, puis ensuite quelqu'un en a fait un numéro 2 qu'il a appelé Botchamania. Un troisième larron a fait un Botchamania 3. Et Matthew s'est dit, le jeune Matthew à l'époque, s'est dit, moi je vais en faire un quatrième. Et en fait, il a été le seul à continuer à faire des Botchamania 5, 6, 7, jusqu'à 430. Et ça en est devenu un véritable phénomène dans la petite communauté des smart fans ou des fans de catch un peu éclairés, on va dire. Et c'est au-delà de juste des bêtisiers ou une compilation fan-made, du coup, de ratés dans le catch. C'est devenu aussi un véritable vecteur du catch indépendant, de l'explication de certains trucs, de certains oui, vraiment monument du truc. catch. Ouais. Non, mais j'allais dire truc au sens magique du terme, des choses qu'on nous montre à l'écran qui sont censées être fictifs, et finalement que Botchamania va essayer d'expliquer par une anecdote ou quelque chose comme ça, issu d'une autobiographie ou quelque chose comme ça. C'est ça, toujours avec cette couleur. Hein, tu parlais de la dimension indé où il n'y a il n'y a féodé à aucune fédération, donc il y a une liberté de ton qui est assez totale. Je préciserai, tu l'as fait en cours de route, avec le terme de bloopers utilisé tout à l'heure, hein, qui est un petit peu trop simplement traduit en français par bêtisier souvent.
alors que ça peut englober autant voilà les bêtisiers, les fails et beaucoup de choses. Aussi de préciser que c'est quelque chose qui s'inscrit dans une époque, hein, de la même manière qu'on a eu ça, on a eu du côté dans les courants des années 2000 aussi du côté de l'animation, par exemple, des vidéos assez emblématiques qui portent le nom de AMV Hell. Donc les AMV, ce sont les Animated Music Video, qui sont des gens qui justement font des compilations des fois d'animés. Hein. Donc on a tous entendu une compilation avec du Linkin Park avec des animés ou du comment ça s'appelle, Evanescence, bien sûr, une fois dans Ah sa bah vie. oui. Si en tout cas on a beaucoup regardé les internets entre les années 2000 et MVL, c'était justement un peu sur cette optique-là de détournement de la matière première, sachant que Botchamania cultive à la fois tous les trucs, c'est-à-dire que ça a une valeur un peu presque, on pourrait dire, d'archive dans les éléments. Oui. Il y a des témoignages, comme tu l'as dit, il y a des fails, des ratés purs et simples hebdomadaires. Et puis, parce qu'on a oublié de le dire, hein, ça a fini par obtenir un rythme hebdomadaire, hein, ce qui n'est pas rien. Et aussi, on y reviendra, peut-être que c'était prévu par toi, Félix et Mathieu, des contributions de fans. Oui, 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 c'est vrai. Et puis pour le côté archivé, c'est vrai que on en a pas parlé, mais il y a même un souci vraiment. Par exemple, si à l'écran sur WW Raw, il y a en live, il y a un raté ou un truc qu'ils étaient pas censés montrer ou quelque chose comme ça, et que Mhm. finalement pour le replay ou pour la version sur le network, ils vont l'éditer, c'est-à-dire qu'ils vont l'enlever, ils vont Oui. le supprimer. Botchamania hésite jamais à le montrer et à expliquer en quelques images, en quelques mots. Bah voilà, Mhm. ça c'était la version live, ça c'était la version replay, un peu pour limite pour dénoncer ce genre de choses, quoi. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vraiment essentiel, hein, je précise pour ceux qui mesurent pas, parce que nous, ça nous arrive assez souvent de croiser aussi le catch, même avec des recherches universitaires, hein, vous l'avez très bien vu, notamment avec une de nos invitées, entre autres, hein, c'est loin d'être la seule, Sabrine, hein, qui nous a fait le plaisir de venir et qu'on espère qu'on retrouvera bientôt sur notre antenne, comme on dit chez nous les vieux. Et sinon, aussi notre ami Jérôme, qui est friand de la chose croisement universitaire et les domaines qu'il aime, comme le jeu vidéo, le catch. Mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est aussi avoir une trace d'éléments de l'histoire. Hein. On vous donne des classiques, parce que là, c'est plutôt sur les côtés un peu, entre guillemets, drôles, fail et compagnie. Mais vous avez, par exemple, des pans de l'histoire de la WWE, notamment tous les footages, toutes les diffusions autour de Chris Benoit, qui ont été purement et simplement virés. Donc ça a une vraie importance et je ne serais pas étonné, vu que moi c'est un truc un jour peut-être que j'aimerais pouvoir faire, c'est-à-dire de la recherche au domaine du catch à titre personnel, je ne serais pas étonné qu'il y ait des gens dans le milieu universitaire qui travaillent sur le catch, qui enregistrent très précieusement, ils se font des archives, peut-être même dans leur université, des Botchamania, de la même manière que par exemple la BNF en France a un fonds de ressources audio et vidéo, un peu comme l'INA, où ils gardent des pubs, des vidéos en tout genre autour du jeu vidéo à l'heure actuelle. Voilà. D'ailleurs, Chris Benoit, c'est marrant que tu donnes cet exemple parce que dans Botchamania, justement, plus pour rire d'ailleurs, je pense, enfin pour se moquer en tout cas de cette censure un peu ridicule, pas ridicule, non, elle est compréhensible. Moi, je la trouve ridicule, mais le F-word Oui. prononcé durant un match de catch ou autre, Mhm. le Matthew justement dans les vidéos de Botchamania le remplace par un Benoît écrit en gros Je me à souviens. l'écran à ce moment-là. Il le fait plus tant que ça, mais à une époque, ça n'arrêtait pas. C'est vrai, ouais. Ouais, tu me l'as rappelé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, peut-être dans le prolongement, ce qu'on a introduit autour de Botchamania? On a parlé de son auteur, de son histoire dans les grandes lignes. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter au-delà de son statut culte, hein, sur lequel on va Moi, aussi il y a un point que je voulais aborder avec vous sur Botchamania, c'est que Yes. j'ai essayé de prendre un peu du recul sur ça, parce que c'est vrai qu'on le regarde d'abord pour se marrer en tant que fan de catch, et puis Oui. aussi pour voilà, pour découvrir peut-être justement voilà, découvrir des pans de catch qu'on connaît pas, parce qu'il est très friand aussi de catch un peu obscur, de catch indépendant très obscur, de catch japonais
très lointains, etc. Donc, Botchamania, c'est aussi une manière, mine de rien, de découvrir ce genre de catch. Et d'ailleurs, depuis quelques années, ça sert aux catcheurs indépendants parce que à chaque ouverture d'émission, il y a un catcheur indépendant qui va faire une mini promo Oui, pour dire vous allez regarder Botchamania. Et c'est Tout à fait. souvent des Tout catcheurs à un fait. peu inconnus ou très peu connus. Et donc ça montre aussi comment Botchamania est devenu culte. oui, Parce que au départ, déjà il avait du mal à garder ses vidéos sur YouTube parce que vu qu'il utilise plein d'images de sources différentes sans les autorisations, même à titre mmh. parodique, souvent elles étaient supprimées, donc il était obligé de les mettre sur une autre plateforme, etc. Ouais. Et Pour donner un ordre d'idée, il a une chaîne YouTube et une chaîne Dailymotion et pendant très longtemps, là, il se remet un peu de manière frileuse, je pense sûrement avec des nouvelles techniques ouais, de ninja, à les remettre en full screen, sur YouTube. Mais très souvent, vous aviez une inscription. Si vous voulez voir la vidéo en plein écran, allez sur Dailymotion qui est, un petit peu moins psychorigide que YouTube par rapport à ça. oui, ces Et derniers temps, ça, il s'est fait striker des dizaines de comptes par mais la Ah oui, ouais, WWE à une époque. oui. Oui, oui, je crois qu'avec I Like Jason dans un autre délire, dont malheureusement il n'y a plus aucune trace ouais. des vidéos, c'est peut-être celui. Mais il revient, je pense, communauté faisant, contrairement à I Like Jason qui avait ses supporters, mais c'était Oui. pas du même ordre que Butchamania. Donc voilà, donc pour moi déjà il y a ce shift un peu avec les catcheurs parce que au départ non seulement les vidéos étaient strikées, mais en Mhm. plus les catcheurs dès qu'ils apparaissaient dedans ou quoi que ce soit, ils le martelaient sur les réseaux sociaux naissants Mm. et ils supportaient pas d'être dans Botchamania alors que maintenant c'est presque devenu Oui, on une cherche médaille quoi un presque, petit ouais, c'est peu ça. parce que beaucoup de fans de catch regardent Botchamania donc ça fait un Oui, peu de pub pour eux. complètement. Et moi, c'est comme ça, c'est grâce à Botchamania au tout début, quand j'avais commencé vraiment à creuser dans le catch indépendant, que j'avais découvert par exemple la Chikara, parce que c'est pas forcément par des botches que la Chikara a été montrée dans Botchamania, mais parce que juste c'est une promotion de catch indépendante comique. Et Mhm. donc voilà, Botchamania c'est surtout de l'humour, donc il en mettait aussi, ne serait-ce que pour montrer ce genre de sketch, quoi. Et Mm. le deuxième point avec Botchamania, et après je vous laisserai en dire plus, mais c'est aussi que avec certains des botches qui sont montrés, ça permet de mieux comprendre en tant que fan de catch un peu naissant, on va dire, la réalité chorégraphiée, comme l'a dit Mathieu, du catch, mais aussi là comme tu l'as dit toi Mehdi, mais aussi du risque qui est pris par les catcheurs, parce que par exemple, l'un des botches qu'on a le plus vu, c'est Sid Vicious à la WCW qui saute pour essayer de mettre un coup de pied depuis la seconde corde ou un truc comme ça et qui au moment où sa jambe se réceptionne au centre du ring, elle se casse et donc on voit sa jambe cassée en deux, faire un angle anormal et donc Mm. ça c'est un botch, mais ça montre aussi que les catcheurs ils se mettent en danger sérieusement quoi. Ouais, on verra en détail d'ailleurs Oui, les botches plus ou moins D'ailleurs, heureux. un botch qu'il avait peut-être même lui-même senti venir, puisque j'avais lu un petit peu sur ça, il était opposé à ce spot, Sid. Il voulait d'accord. pas le faire, il a été forcé Ah, par la ok. compagnie et il s'est blessé gravement à cause de ça. Ah, je savais Bon, pas du tout. ben C'est en voilà. tout cas ce que j'ai lu. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais Ah bah merci. Qu'est-ce que tu penses, toi, Mathieu, du coup, de ce statut culte, que ce soit aux origines ou aujourd'hui déjà je suis d'accord avec tout ce que Félix a dit. Si je devais rajouter deux petits trucs, moi, qui me viennent en tête. Trois même. Déjà, Botchamania, moi, ça m'a permis de découvrir certains termes. Déjà, le terme de botch, je pense que c'est avec lui que je l'avais découvert. Moi aussi. Euh, Il y a également, c'est grâce à lui que je me suis rendu compte que les catcheurs se parlaient beaucoup entre eux pendant les matchs. Lui, Pareil. il a une Oui, petite rubrique qui consiste justement à mettre ça en lumière. You Euh, talk too much. You voilà. never shut up. Après, il y a la notion de corpsing aussi, alors qui est beaucoup plus rare. Mais Ouais. ça, en fait, c'est quand des gens commencent à se marrer et donc à casser un peu le quatrième mur, enfin à casser le kayfabe pour reprendre un Hmm. terme de catch. Voilà, accidentellement. Défini avec dans le une fameux, émission du Catchacast. tout à fait. Et ça déclenche cette scène absolument hilarante du Send for the Man avec cette vidéo d'un Randy Savage visiblement très énervé
qui va backstage engueuler. Alors c'était Tori Wilson et je ne sais plus qui d'autre. Et Stacy Keibler, il me semble. C'était peut-être Kibler, ouais, qui sont en train de rigoler en fait, et ça lui plaît pas du tout à Savage. Et effectivement, de ce que j'avais entendu dire, voilà, il était supposé jouer le mec énervé durant cette scène, mais il était a priori allé un peu plus loin que prévu à cause de leur réaction, quoi. Et Botchamania aussi a quand même pas mal fait dans l'acceptation du botch comme finalement une réalité du milieu, parce que à l'époque, la WWE époque kayfabe, le botch, enfin c'était un mot interdit. On connaît en plus la mentalité de Vince McMahon, pour qui, d'après la légende, éternuer c'est déjà une faiblesse. Ouais. Alors rater un coup, vous vous doutez bien. Et peu à peu, alors vous ne verrez évidemment jamais quelqu'un de la WWE en intro de Botchamania, un ex peut-être, et encore j'ai même pas d'exemple, je suis pas sûr que ça soit déjà arrivé. Mais en tout cas, la WWE avait quand même fini par tenter de surfer un peu de manière opportuniste sur la vague, avec une émission qui était assez nulle d'ailleurs, qui était présentée par Luke Gallows et Carl Anderson, donc Ouais. c'est pas si vieux que ça, hein, c'était il y a Ah, 3-4 ans. Non, c'est tant que ça. Putain, ça me paraissait Je crois que ça fait déjà autant de temps que ça. Ah, Et voilà, c'est ils bien essayaient malaise. de faire un Botchamania local, sauf que, ouais, globalement, Ah c'était ouais. malaise, surtout que ça reste un sujet tabou, le botch, quand même, dans l'absolu. Si vous regardez un match de la WWE avec un ratage, parce qu'il y en a, hein, forcément, vu le nombre de combats, c'est inéluctable, vous verrez toujours les commentateurs, Cole notamment, essayer de minimiser le truc en disant ah, il a pas complètement réussi sa prise, il a pas son adversaire a réussi à s'échapper. Ils essaient toujours de donner une espèce d'enrobage un peu kayfabe à ce qui n'est qu'un loupé tout à fait humain, quoi. Alors, ce que tu viens de Et dire, pardon, vas-y, je te laisse terminer, excuse-moi. non, puis après, je voulais juste parler d'une autre rubrique de Botchamania qui est moins importante, mais qui moi me fait toujours autant marrer. C'est à la toute fin, en fait, quand il y a des fans qui Ah oui. contribuent et qui font divers montages vidéo avec des génial. botches, avec le fameux quand The Rock s'était moqué de Kevin Nash avec le diesel comme ça quand il imite le klaxon du camion. Enfin, c'est que des trucs. Il y a eu des tas de vidéos absolument géniales grâce à Botchamania. Ouais, le Oh my God, it's Sting, voilà, it's Jim Ross, Ouais, avec des entrées de genre de truc. personnages de jeux WWE assez, enfin, qui déjà à l'époque étaient un peu vilains à l'œil, mais qui aujourd'hui piquent vraiment aux yeux. Je voulais t'emboîter le pas sur un truc assez intéressant sur quand tu disais que Cole minimisait effectivement les ratés, les botches, donc comme on l'a défini ensemble. C'est une tendance inverse qui s'est énormément vue. Alors peut-être limite trop dans ce côté très certains diront enthousiaste, d'autres diront peut-être un peu trop collé à la vie des fans de l'AEW, qui pour moi a trouvé son juste milieu, et c'est pas pour rien qu'il a énormément de place dans les Botchamania depuis quelques mois, depuis bientôt un an. Qui pour moi l'équilibrage parfait, c'est les commentaires de Taz. Oui. Non, rien à voir avec le diable de Tasmanie ou pas bon lot, mais en tout cas plutôt le Taz, effectivement le catcheur historique, qui le FGW, Qui d'ailleurs a été nommé meilleur commentateur, je crois, dans les derniers Awards Wrestling Observer. et Je crois c'est que c'est lui qui a eu la récompense. vraiment mérité si effectivement c'est confirmé ce que tu me donnes comme info, parce que autant beaucoup de gens ont toujours eu tendance à porter au nu Chris Jericho aux commentaires, qui est pas mauvais non plus, faut pas charrier, mais je trouve qu'il était vraiment à la limite du cabotinage sur l'AEW depuis quelque temps. Oui. Et en l'occurrence, voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'AEW jouait peut-être un peu trop de cette proximité avec les fans, en ayant ce côté un peu méta, en anticipant limite qu'ils allaient finir. C'est un peu comme chez nous à une époque, maintenant ça existe un peu moins, mais quand on voulait presque faire exprès de finir au zapping, donc le zapping qui était pour les plus jeunes, qui était une émission dans laquelle on faisait qui existe encore sous d'autres formes sur YouTube, mais qui prenait les moments les plus malaises ou les plus drôles ou les plus inattendus de la télévision française, et qui en faisait une compilation, je crois que c'était une fois par semaine à l'époque sur Canal+. C'était même tous les jours le zapping. Tous les jours, waouh, Ouais, ok, d'accord. semble. Et voilà, donc ce côté-là de l'AEW est assez intéressant dans ce côté très séduction, on fait du pied aux fans autant de l'indé que du mainstream. Voilà, c'est assez particulier, et pour moi, Taz, on est une très bonne incarnation, et d'ailleurs,
Je confirme ce que tu disais Mathieu, c'est bien plus que 400 vu qu'on est sur les 428 avec la vignette de My Hole du Ah, 88e avec Nia Jax. bon, Voilà, voilà. je voulais pas en parler de celui-là, Non, mais maintenant que Lou est dans la bergerie, on verra. voilà. Mais en tout cas, juste pour rebondir sur l'AEW, bon, moi, il y a quand même que j'aime bien chez eux. Enfin, je me considère pas comme un fanboy de la EW, même si je pense qu'à l'heure actuelle, je les préfère à leurs concurrents américains. Mais il y a un truc, c'est que la EW, globalement, est à l'écoute de ses fans. Et quand un truc est nul, que les fans gueulent, contrairement à la WWE qui va un peu avoir une attitude en mode on s'en fout, vous allez Mm. prendre ce qu'on vous donne et vous allez rien dire. Oui. La EW, eux, ils sont un peu dans une optique de ok, on a Ils sont moins compris, dans le ça vous plaît pas. La Nightmare Family, par exemple, qui était presque un botch en tant que tel, tellement c'était mauvais, Oh là là. a été abandonné très rapidement. Et là, justement, il y a eu un botch fameux l'année dernière. C'était alors je n'ai plus son vrai nom, mais anciennement Evan Bourne à la Matt Sydal. Matt Sydal, voilà, qui pour son match de début, qui était une sorte de Rumble, se loupe mais dans les grandes largeurs en voulant faire un moonsault depuis Ouais. la 3e corde, en fait glisse. Il a fait un gros claquet-tête, petit hommage à Sturry. Et voilà, et ça a créé un petit moment de malaise, sauf que justement les commentateurs, en fait, dans mes souvenirs, disent, enfin déjà je crois qu'il y en a un qui se marre, Taz, et voilà, et n'hésite pas à dire qu'il s'est loupé. Et en fait, plutôt que de mettre ça sous le tapis en disant allez hop on n'y revient plus, alors je crois que c'était dans un Being the Elite qui a suivi, ils avaient scénarisé un truc autour de ça où en fait c'était Michael Nakazawa mécontent de pas être dans le match qui était allé foutre de l'huile sur les cordes. Voilà. Et qui avait fait glisser Matt Sydal grâce à ça. Et il y a un côté acceptation en mode bah ok, on a merdé, on le sait, c'était pas glorieux, voilà, on vous donne notre version. Il a écouté les grands préceptes du groupe des années 90, réglisse, mais de l'huile. Mais peut-être repréciser très brièvement, même si on a déjà parlé dans le Catchacast, le Being the Elite, ce sont ces épisodes, on va dire, off, on va dire, dans les coulisses de l'AEW. Auparavant, qui regroupait l'ensemble de l'équipe The Elite, hein, composée majoritairement donc des frères Jackson, de Cody Rhodes, pardon, c'est nerveux, et de Kenny Omega, à un moment de Kota Ibushi très momentanément, mais on se frotte les mains, là, vu les rapprochents à EW, NJPW. Ah oui. La porte interdite. Je vous l'avais dit, je l'avais dit, voilà. Et puis, comment dire, de Hangman Page également, et fut un temps Marty Scurll, et même, comment s'appelait-il, zut, un peu tout le Bullet Club en fait. non, dans vraiment The Elite, je parle, hein, pas. Flip Gordon. Non, pardon. le genou, zut, qui a complètement changé et pris vachement en muscle depuis. Flip Gordon. Oui, merci, Flip Gordon. Oui, Flip Gordon, exact, qui était un peu un sujet de blague. C'est ça. Voilà. Donc, mais ouais. Et Being the Elite qui depuis quelque temps là était le principal responsable, enfin c'est pas vraiment le terme le plus adapté, mais en tout cas ils ont réhabilité le Dark Order qui était quand même assez mal barré, avec un feu Brody Lee qui nous manque à plus d'un titre, qui était exceptionnel là-dedans en chef tyrannique. Et là voilà, on est presque sur c'est plus ou moins, c'est une storyline botchée à la base, le Dark Order. Ouais. Au début, rien ne se passait comme prévu. On en a parlé ici avec Félix. Waouh, on se disait, c'est malaise. Hein. Et au final, voilà, ils ont accepté que ça partait mal, ils ont repensé le truc, et maintenant, c'est limite le clan le plus populaire de toute la compagnie, quoi. Ouais. Après, je vais être un peu méchant, même si il manque pas de qualité, mais c'est pas difficile quand tu vois les clans dans la EW. C'est clair que ça vole pas bien. Oui. Pour l'instant, espérons qu'ils se reprennent. Oui. Alors, on a fait un joli tour donc du phénomène, son statut culte, hein, on va dire les communications entre fans et entre le Botchamania. On peut, je
pense partir sur le syndrome, hein, le fameux You fucked up, You you fucked fucked up. up, you Ouais. fucked Voilà, up. bah, je sens que Félix est déjà chaud, hein, Oui. c'est un peu prélude à Botchamania, on pourrait dire. Oui, voilà, c'est comme ça que je l'ai pensé parce que je me disais, mais bon, voilà, Botchamania, c'est un phénomène aujourd'hui, puis c'était un peu insider pour l'instant au début, mais ça part bien de quelque chose, et puis et c'est la conséquence aussi du fait que bah, le kayfabe, voilà, il existe plus vraiment pour la grande majorité des fans de catch aujourd'hui. Tout le monde, tous les fans de catch et même ceux qui sont extérieurs au catch savent la réalité fictive, chorégraphiée du catch, que ce n'est pas un sport mais plus un spectacle avec des athlètes, Mm. voilà, qui sont aussi des acteurs et des cascadeurs. Et donc le botch c'est constitutif de ça, enfin connaître les botches et savoir que ça existe c'est constitutif de ça. Et en fait ça vient bah, dans les années 90 quand voilà Internet a pris du poids, les forums, etc. Et que les fans ont commencé à prendre en érudition, quoi, à se renseigner sur l'inside, le derrière les coulisses, avec des revues comme celle de Dave Meltzer, par exemple, le Wrestling Observer Newsletter. Et donc c'est cette première génération de smart fans, comme les Américains les surnomment. Ils ont reconnu le botch, ils en sont exprimés à l'écran avec la ECW dans les années 90, parce ses fans c'était des fans voilà new-yorkais ou de Philadelphie qui étaient parmi les plus smart fans des États-Unis et les plus exigeants du coup. Et dès qu'un catcheur se ratait, ils hésitaient jamais à chanter, parfois de manière un peu virulente et piquante pour les catcheurs en question, you fucked up, tu t'es raté, quoi, mais en plus vulgaire. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que ça vient de là, voilà, cette réaction presque automatique de you fucked up, qui a donné ensuite Botchamania avec du recul. Et aujourd'hui, j'ai même envie de dire que Botchamania a permis, la série vidéo, la web série, Botchamania a permis de transformer ce you fucked up, qui est quand même assez péjoratif pour les catcheurs, en un truc plus marrant, plus ok, on a compris, ouais, on sait tous que c'est du spectacle. Et Ouais. au lieu de chanter You Fucked Up, aujourd'hui, la plupart des fans de catch, même en France, Mm. quand on allait, quand Ah il y avait pas de pandémie, quand on allait à Nanterre au Studio Génie voir la PC, tout le monde chantait Botchamania, Ouais. Botchamania. Mais je suis complètement d'accord, et même je vais aller encore plus loin que toi dans le sens où pour moi, je pense qu'avec ce You Fucked Up qui a fait une transition directe ou indirecte, bon ça les historiens du catch et les chercheurs nous le diront un jour, par rapport vraiment à la genèse exacte, mais en tout cas il est clair que dans les grandes lignes ça a ramené, je dirais, à cette identité foraine et cette identité presque circassienne. Pour moi, ça a ramené à quelque chose de l'ordre du clown, quoi. C'est-à-dire, en gros, Ouais. le clown qui se casse la gueule, qui volontairement, effectivement, merdouille, ce qui n'est pas le cas pour les botches, mais pour moi, il y a quelque chose d'une proximité évidente et qui a ramené, comme tu l'as très bien dit, du côté davantage de la bienveillance plutôt que de, comment dire, l'expertise à tout prix, ou comme tu le citais tout à l'heure, que c'est pas, non pas, c'est éternuer, c'est tromper, mais éternuer, c'est un fail, dirait McMahon, mais plutôt dans quelque chose à la fois de plus bienveillant et, comme on le disait avec Mathieu tout à l'heure, de réaliser, bah merde, ce sont des êtres humains. Ils nous donnent l'impression d'être des super-héros, mais on n'oublie pas, grâce à ce petit rappel, grâce à cette suspension d'incrédulité qu'on a face à l'art qu'est le catch, que bah oui, on peut merdouiller, qu'ils nous offrent de manière métronomique, c'est pour certains, chaque semaine, voire plus, des shows incroyables et fabuleux, et ce petit rappel est assez génial. Donc, je suis totalement d'accord. Moi, je suis sur une position un peu différente, peut-être plus sévère que la vôtre. Oui. Enfin, pour moi, le You Fucked Up, mais c'est pas le seul, hein. Il y a aussi le What emprunté à Steve Austin. C'est à peu près, c'est ce que je déteste le plus dans le catch actuel, je pense. C'est un côté assez symptomatique effectivement des smart fans ou des smarks, qui vient effectivement de la ECW, et c'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle je n'ai jamais pu blairer le public de l'ECW. Celui de NXT me faisant un peu le même effet, enfin à l'époque où il y en avait du public.
Moi, en fait, pour moi, c'est le symptôme d'une mode chez les fans qui veulent en fait être eux-mêmes les stars du spectacle auquel ils sont en train d'assister. C'est vraiment le public qui veut participer à l'action et non pas juste encourager les lutteurs. Le public veut être un personnage à part entière, en grossissant un peu le trait. Oui. Moi, c'est un truc avec lequel j'ai du mal, et surtout le You Fucked Up, en fait, je trouve que c'est un cercle vicieux parce que finalement, on se rend compte qu'on a des fans, alors c'est pas tous, hein, mais on a un noyau de fans qui en fait limite n'attend que ça. Ils attendent le premier dérapage, même microscopique, pour enchaîner sur du You Fucked Up et autres chants à 3 ou 4 syllabes Je vois, de ce style. je vois ce que tu veux dire, mais après, je pense que c'est aussi, on a, entre guillemets, le public qu'on mérite. Pour moi, c'est aussi une éducation À fond. comme tout, dans le sens où, en général, et Félix pourra en témoigner, quand on allait sur la plupart des shows français qu'on a pu faire, en général, quand tu avais ce type de caractère-là, ou de autre type de dérive, hein, on a déjà eu des trucs du style, des répliques, soyons clairs et objectifs, ça existe comme partout, racistes ou autres, eh ben, c'est repris. Bon, après, je comprends tout à fait ta position. C'est un truc qui est éminemment narcissique et humain de vouloir de tirer la couverture sur moi. Mais je pense que quand tu as un truc plutôt, une fédé plutôt bienveillante et un public pas trop concon qui vient vraiment pour se faire kiffer et rien d'autre, bah c'est repris et c'est corrigé. Mais dans l'absolu, tu as tout à Ouais. fait raison de Après, de préciser. toute façon, effectivement, la ICW, c'était sulfureux, ça se voulait, Ouais, c'était vendu voilà. comme ça. Après, voilà, il y a des lutteurs qui savent en jouer. Je pense notamment à Chris Jericho qui arrivait toujours à ridiculiser en général ce genre de chant Mmh. dans les promos, voilà, en arrivant à renvoyer ça sur eux. Il y a eu un exemple il n'y a pas si longtemps de personnes au contraire qui se faisaient déstabiliser un peu par la pression du public. C'était Ronda Rousey, qui était pourtant dans les tout débuts assez appréciée au demeurant, mais qui avait eu le malheur de gagner le Rumble. Hein, je crois qu'elle le gagne quand elle arrive. Bah oui, 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 on a Alors que le public, le fameux fail où elle pointe d'ailleurs le oui, tout à WrestleMania et fait. Non, qui non, qui se lance pas. c'est pas elle qui le gagne, il me semble. C'est pas Asuka qui l'a gagné à ce moment-là, et elle vient juste après Ah Mais si, peut-être. pour En se tout cas, je je montrer. sais vais qu'à un vérifier, moment, le je vais public vérifier. avait pris en grippe Ronda Rousey parce que eux, ils voulaient Becky Lynch en haut de l'affiche. Et en fait, il lui avait tellement pourri sa promo que ça avait fini par déclencher un botch et évidemment d'enchaîner derrière sur un You Fucked Up, tout content d'eux. Voilà, moi, on est un peu à la limite des fans, mais ça n'est pas que dans le catch. Hein. Les Anglais ont un terme pour ça, c'est ce qu'ils appellent un heckler. Il y en a pas mal, notamment dans les spectacles humoristiques, où des gens vont répondre à l'humoriste qui est sur scène pendant qu'il est en train de faire son sketch. En général, ça se passe pas bien pour eux parce que les gens sur scène ont horreur de ça. Et voilà, pour moi, le You Fucked Up, c'est un peu l'incarnation de cette mentalité-là dans le catch. Après, effectivement, il y a des fédés dans lesquels ça fait partie du package, la ECW notamment. Et il y en a qui en font leur force aussi, comme le disait Mehdi, on a le public qu'on mérite, par exemple. Bon là, en ce moment, c'est pas la joie à plusieurs niveaux pour elle, mais la Progress Wrestling, depuis presque sa naissance, elle a toujours surfé sur ce genre de public très éduqué, très exigeant et très j'essaye d'être un peu la star du show à la place des catcheurs. Et dès le départ, elle a dit vous pouvez chanter ce que vous voulez, mais à la limite de don't be a dick, c'est-à-dire voilà de pas être un connard si je puis dire. Ah bah Par c'est rapport à complètement ça. tout ce qui est propos racistes, homophobes, etc. Et de pas faire chier le monde, et en particulier les catcheurs, tant qu'ils pouvaient chanter tous. Enfin, voilà. On autorisait le public à être un peu libre, mais avec des limites, et c'était à chaque show répété par l'un des organisateurs. Et je pense Alors, que c'est effectivement la bonne façon de faire. Ouais. petite précision, je me suis emmêlé les pinceaux, excusez-moi, c'est effectivement, c'est comme Félix nous disait, notre mémoire du catch à nous, notre Pierre Tchernia du catch, qui ne avait vu juste, c'était Asuka, effectivement, qui avait Eh Ah gagné ok, oui, c'est en Asuka qui gagne. 2018, et le fameux moment où Rousey pointait le signe, je crois que c'était en 2019, donc ou pour non, en 2018 également, ah, d'accord. face à Charlotte Flair et Asuka, justement. Voilà. Ok, d'accord.
Mehdi, you talk too much, you never shut up. Est-ce que Voilà, t'avais bah, quelque c'est chose gentil. t'avais quelque chose à rajouter sur You Fucked Up, Mehdi, du coup? Non, ben non, je viens d'en faire un, donc je pense que la boucle est bouclée. Hein. Je t'épargnerai le chant. Ouais, bah, n'hésite pas. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai réagi de toute façon à ce que tu introduisais tout à l'heure, donc je pense que c'est déjà suffisamment en dire suffisamment. Et puis Mathieu, j'ai beaucoup aimé quand même la nuance de Mathieu, parce Oui. qu'on n'a pas toujours un public pérenne et malin, on va dire, pour détourner effectivement quand ce chant peut être un petit peu néfaste avec des gens un peu trop ego-tripping dans le public. Voilà, on aura fait un joli tour. On va arriver à notre petite discussion libre qui va englober beaucoup de choses, hein, notamment, on en parlait tout à l'heure, hein, les fameux botch heureux ou ridicules, voire Oui, ça c'est... malheureusement, faudra en parler, tragique. Donc allons-y. Oui, voilà, je m'étais dit, voilà, on allait parler des botches, donc un peu comme d'habitude, c'est quoi un botch? On essaie de le définir, de te revenir sur le phénomène de botchamania, etc. Mais finalement, bon, qu'est-ce qu'on a comme botch identifiable dans le cadre, surtout sur le ring? Parce qu'encore une fois, pour tout ce qui est promo, on vous invite à écouter notre émission sur le sujet. Donc avec l'aide de Mathieu aussi qui a rajouté un peu ses idées là-dessus, moi j'avais identifié 3-4 types de botch, on va dire. Bon, le botch le plus référencé dans Botchamania, c'est voilà ce que j'ai appelé le botch ridicule. C'est par exemple, on y reviendra à la toute fin, par exemple, voilà, le Shockmaster qui essaye de faire une entrée fracassante dans le monde du catch, mais qui se prend une peau de banane et défonce un mur, et voilà, qui a Et botché. qui en plus du coup amène également à une rupture du 4e mur, puisqu'on entend très distinctement Sid qui fait il fait on his horse, on his fucking horse. Attends, c'était Sid ou le British Bulldog, je sais plus. Avec l'accent comme ça, je pense que c'est le Bulldog. Hein. Ouais, c'est peut-être bien le Bulldog, et on entend ça très clairement aussi. Non, cette scène, c'est un ratage de A à Z, c'est incroyable. En parlant de peau de banane, impossible de ne pas citer Titus O'Neil, oui. qui, voulant entrer dans un rumble, glisse littéralement sous le ring, au point où la peau de banane a été ajoutée dans un montage dans un Botchamania, à la manière d'un Mario Kart. Parce qu'on l'a oublié de préciser, les Botchamania sont très empreints de culture contemporaine, parce que vous le savez, sur les émissions d'Es Podcast, on n'aime pas trop le terme pop culture qui, pour nous, ne veut plus trop rien dire aujourd'hui. Et en gros, il y a beaucoup d'habillage très cinéma, comics, séries télé, et surtout jeux vidéo, au point où j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Taz, qui a la part belle dans les Botchamania ces derniers temps, a souvent des petits montages où il est habillé en Robotnik, Eggman dans sa version originale, depuis quelques Botchamania. Et puis surtout les Simpsons aussi, parce que Matthew est très friand des Simpsons. Très fan des Simpsons. Moi, je suis pas forcément trop fan de. Puis d'ailleurs, Matthew utilise également beaucoup de musique de jeux vidéo quand il fait des compiles de botch, de petites compagnies un peu obscures. Ça peut même aller carrément jusque ce que les Américains appellent le backyard wrestling. Très clairement, les gens qui font du catch dans leur jardin sur un ring un peu improvisé. Et évidemment, comme ce sont en général des gens qui sont très néophytes en la matière, c'est du botch à fond. Je sais même pas comment ils récupèrent ces vidéos-là. Et donc toujours très agrémenté de musique de jeux vidéo, avec une préférence, je crois, pour Sonic. Ouais, très clairement pour Sonic Yoshi et Megaman. aussi, pas mal. Ouais, Yoshi aussi. Ouais, je crois que c'est le top 3. Sonic, Yoshi et Megaman. Donc voilà, il y avait les botches ridicules, type juste pour rire, etc. Voilà, peau de banane. Il y avait pour moi les botches heureux, ou les comme l'avait dit un peu, l'avait évoqué Mathieu, les botches un peu réutilisés ensuite pour en faire une storyline, comme avec le Shooting Star Press raté de Matt Sydal. Moi j'avais pensé par exemple au nez cassé et ensanglanté de Becky Lynch par Nia Jax, qui lui avait mis un pain dans la figure. Bah ouais, malheureusement, mais du botch dangereux, quoi. Bon, là, c'était un nez cassé, c'est pas forcément plus dangereux qu'autre chose, mais du coup, ça avait créé une image iconique pour Becky Lynch qui était complètement sur une montée en puissance météoritique, donc ça l'a encore... ça lui a donné une image badass d'elle-même, et donc ça a créé un peu The Man, voilà. Les nez cassés qui pissent le sang, en général, ça marche bien. On pourra citer Britt Baker aussi, qui a eu une très jolie relancée, même si elle n'avait pas des masses besoin, parce qu'elle est très très talentueuse grâce à ça.
Et puis malheureusement, bah voilà, comme tu l'as rappelé au tout début de l'émission, ça reste malgré le fait que c'est chorégraphié, truqué, etc., ça reste risqué comme pratique le catch. Donc ça peut finir tragiquement. Bon, bah, moi j'avais cité la jambe cassée de Sid, mais bon, en botch, on a aussi par exemple le cas de Owen Hart, parce que bon, c'était pas une prise botchée, mais c'était une entrée botchée qui n'était pas de son fait. Voilà, il y a eu tout un documentaire par la série Dark Side of the Ring sur Vice TV. Il y a énormément de choses qui ont été connues sur le sujet depuis, mais en fait pour les curieux et ceux qui connaissent pas un peu le contexte de sa mort, c'est voilà, il est à l'époque en 99, il avait repris son personnage de Blue Blazer, hein, donc là c'était plus quelqu'un de masqué avec un costume un peu d'oiseau limite, et il faisait une entrée un peu comme Sting ou Darby Allin il y a pas très longtemps à la WWE avec comment dire, un grappin, voilà, une tyrolienne verticale qui le descendait jusqu'au ring, et malheureusement le grappin de la tyrolienne s'est cassé, il est tombé de très très haut et il a chuté sur le ring et il en est mort, quoi. Donc il y a aussi ce genre de cas-là, et c'est des émissions comme Botchamania malheureusement qui sont là pour nous les rappeler, parce que des compagnies comme la WWE va essayer de les mettre complètement sous le tapis. Enfin, dans le cas d'Owen Hart, c'était un pay-per-view qui s'appelait Over the Edge, et ils avaient continué le show. Il y avait juste Jim Ross qui nous avait dit une demi-heure plus tard, voilà, on a appris que Owen Hart a été emmené aux urgences et il est mort. Et puis le show avait continué, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, il aurait même pas annoncé en direct qu'il était mort. Je pense. Enfin, je veux dire peut-être que d'autres s'en étaient occupés à sa place, mais je pense que sincèrement, ils auraient vraiment été au bout de masquer le truc et de. Mais avec les réseaux sociaux, je pense que ça aurait été encore pire pour eux. Le risque de backlash aurait été énormissime. C'est certain. Mais en parlant justement de backlash de pression par rapport à ce que disait Félix, c'est que d'une part, il s'est avéré que c'était clairement une négligence. Là, c'est d'ailleurs, on peut se demander, est-ce qu'on parle encore d'un botch ou purement d'un accident par négligence. Et puis deuxièmement, le Dark Side of the Ring, ça peut être un très bonne entrée en matière sur peut-être des moments cultes et tragiques de l'histoire du catch pour vous, comme pour des gens autour de vous à qui vous voudriez faire découvrir le catch, même si c'est en général pas très joyeux. Ça peut permettre effectivement de les initier à la chose. Voilà, c'est une petite précision. Et puis, avant de vous laisser la parole, le dernier cas que j'avais relevé, c'était, et ça c'est le plus rare, voilà, on en a parlé un peu avec Mathieu avant l'émission, c'est le botch volontaire. Alors ça c'est, faut croire la parole du catcheur qui botche en question. Moi j'avais le souvenir de Christopher Daniels et Pentagon Junior au tout début de Dynamite, où Christopher Daniels avait raté un moonsault, et du coup ils en avaient fait une storyline qui continue un peu aujourd'hui en arrière-plan, avec le fait qu'il vieillit, qu'il va peut-être arrêter sa carrière, etc. Donc c'était peut-être pour planter une graine sur il est plus trop capable de faire ce dont il était capable il y a encore quelques années. Et en fait c'est un tweet d'un ancien catcheur encore de la ECW, Mikey Reprek, qui montrait un extrait d'un de ses matchs de l'époque, où il disait qu'il était très fier d'avoir réussi à volontairement botcher, je pense que c'était quelque chose comme une descente du coude de la troisième corde ou quelque chose comme ça. Il avait volontairement botché, donc il avait fait un plat sur le ring, et son adversaire l'avait tout de suite fait le tomber sans étonnement, donc ça avait l'air quand même assez bien chorégraphié si c'est vraiment le cas, et avait ainsi perdu le match. Et il disait qu'il était très fier d'avoir vraiment raté la chose de manière crédible. Donc voilà, ça je sais pas si vous avez d'autres exemples de botch volontaires comme ça, mais moi ça m'avait interloqué. Non, moi j'en ai aucun. J'ai même découvert que ça existait justement avec cette petite discussion qu'on a eue. Ouais, honnêtement, à part dans l'idée de vraiment créer un pseudo momentum, et comme ça, j'en ai pas vraiment qui me viennent à l'esprit, à part qu'ils fassent vraiment partie d'un ensemble. Donc voilà, bref. Est-ce que vous voyez d'autres cas de botch, ou est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent à l'esprit de ce genre de botch
de tout Dans ce les que j'ai cité. catégories que tu disais, ouais, moi j'avais noté d'autres exemples. Dans les botches, malheureusement plutôt dans les botches tragiques. En tout récent, il y a eu Sasha Banks contre Paige, qui a mené à la fin de carrière de cette dernière Oui. en tant que lutteuse tout du moins, et qui avait d'ailleurs valu à Sasha le surnom peu avenant de Sasha Botch. Bon, alors que franchement c'est loin d'être la pire de ce point de vue, même si Oh non, non. effectivement elle a une façon de lutter qui peut parfois manquer un peu de sécurité, mais globalement c'est quand même une très bonne lutteuse, Sasha Banks. Après on en avait un qui était connu pour également, en fait c'est un petit peu la frontière, c'est que les lutteurs qui ont un style très dur ou stiff pour reprendre le jargon local sont toujours un petit peu à la limite du botch, et on a notamment Goldberg qui est responsable, pas responsable, Ouais. le terme était peut-être un peu fort, mais en tout cas est directement impliqué dans la fin de carrière de Bret Hart. Oui. Et on avait également dans les botches vraiment tragiques, c'est-à-dire ceux qui ont mené, enfin ils le sont tous, mais ceux qui sont carrément allés jusqu'au décès. Moi il y en a un que j'avais découvert en fait à l'époque où la personne avait signé à la WWE. C'est un lutteur que je déteste de tout mon être parce que je le trouve nul à chier. C'est le Great Khali. Et le Great Khali, en fait, s'était bien involontairement, bien sûr, rendu coupable de la mort d'un lutteur en Inde à l'époque où Ah ouais? où il luttait que là-bas. Ouais. J'ai jamais eu, je pense pas qu'il y ait de vidéo qui soit sortie, et dans un sens tant mieux. Oui. Mais il aurait a priori je crois que c'est sur un chokeslam ou un souplex, enfin un truc botché, il aurait a priori tué quelqu'un Ouais, j'ai de un autre, manière involontaire. j'ai un autre exemple aussi. Bon, il y en a Et d'autres il y a évidemment. Mitsuharu Misawa aussi au Japon. Oui. Alors moi je connaissais pas trop le catch japonais à l'époque, mais visiblement c'était quand même il était considéré comme une des légendes Ah oui, du oui, catch japonais. Et pareil, il est décédé sur un souplex foireux, tireur de la moelle épinière, et ouais. le pauvre vieux en est mort sur le moment limite. Oui, Ouais. oui, puis il y avait eu le cas du catcheur mexicain Silver Oui. King, il y avait C'est ça. Perro Aguayo Jr. Et j'ai appris aussi à la lecture d'un bouquin sur l'histoire de la New Japan Pro Wrestling de Chris Charlton, Lion's Pride. J'ai appris aussi dans ce bouquin que je savais pas du tout que Katsuyori Shibata, qui aujourd'hui après plusieurs coups de tête véritables, c'est un peu mis à la retraite de son fait en fait. Au début de sa carrière, je crois juste après qu'il ait quitté la New Japan un peu en trombe, il avait eu un match très stiff avec un jeune catcheur, et ce jeune catcheur a été mort quelques jours après d'un Ouais, œdème au ça cerveau ou quelque chose comme j'ignorais ça. totalement. Et puis même il y a pour les pour les pour les friands de ce genre de culte un peu occultisme ou d'anecdotes un peu sombres, un peu mystiques ou ce genre de choses. Moi ça m'a toujours interloqué. Alors c'est vraiment presque du destin quoi, faut aller dans le côté spirituel de la chose, une interprétation spirituelle de la chose, mais c'est Owen Hart qui a botché un tombstone piledriver sur Steve Austin et qui se blesse à la nuque et qui va mettre fin à sa carrière plusieurs années après. Et quand on regarde avec du recul, quelques années auparavant, c'est Steve Austin qui avait brisé la nuque avec cette même prise, avec un même botch, qui avait brisé la nuque de Masahiro Chono, un grand catcheur japonais de la New Japan. Et ça faisait un peu la boucle est bouclée de manière très morbide, mais il y a toute une histoire des fameux botches tragiques comme ça qui est on pourrait en faire limite un podcast un peu sombre quoi. Ouais, effectivement, moi je resterais sur un peu moins dark, on va dire. C'est celui de Kane sur Daniel Bryan, hein, qui lui a coûté de mémoire, je crois, un pipe driver sur une des marches en acier aluminium là, qui lui a coûté un arrêt assez long, qui devait d'ailleurs être a priori définitif de sa carrière, Oui. alors qu'il était en pleine heure de gloire, qu'il est en train tant bien que mal
de rattraper un petit peu en ce moment si on lui pourrit pas trop les propositions qu'il a actuellement à la WWE, mais où il était quand même double champion à l'époque, hein, excusez du peu. Oui, mais après la décharge de Kane, il me semble que Daniel Bryan, alors après coup, on l'a su après coup, Daniel Bryan avait quand même beaucoup de problèmes au niveau commotion cérébrale avant même cette prise-là, et il faisait même des moments de convulsion après les matchs qu'il essayait de cacher. Enfin, il y avait quand même une condition préexistante avant cet arrêt, quoi. Ouais, c'est toujours compliqué effectivement à déterminer. Alors on a un un petit peu couvert jusqu'à quel point les botches pouvaient être réutilisés aussi dans le kayfabe. Je pense qu'on J'aurais quand même une autre catégorie de botches à vous suggérer parce qu'on en a peu parlé. Enfin, c'est les botches, donc c'est les botches de promo que j'avais un peu évoqué dans l'introduction, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, notamment avec, il y en avait beaucoup à l'époque où la WWE en fait faisait héberger Raw par les fameux guest hosts, une sombre époque de la WWE. Et bon, où certains débarquaient en connaissant pas trop leur sujet visiblement. Mais même sans aller jusque-là, la WWE a quand même quelques exemples assez notoires de gros foirages en direct. À un moment, ils avaient notamment récupéré un commentateur qui s'appelle Mike Adamle, qui était super compétent, je crois. Il était connu pour faire sur du foot américain, mais il était vraiment considéré comme un très bon. Et le jour où il se pointe, il sort le fameux Jeff Harvey, qui est resté d'ailleurs dans le générique de Botchamania. Je crois qu'il en avait balancé encore un ou deux dans la même soirée. On avait eu également le Summerfest. Ça, c'était un des invités de Raw, justement. On avait également eu, je crois, le Hulk Hogan qui s'était gouré de nom de stade sur un WrestleMania. Le Silverdome. Voilà, le Silverdome. Et puis peut-être le botch le plus connu de tous, en tout cas dans ceux que j'ai revus en préparant le podcast, c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est Sid, Psycho Sid, donc qui en fait bégaye un peu sur une promo et qui dit au commentateur merde, on l'a refait, et l'autre lui dit mais on est en direct. Et ça, du coup, là tu peux pas faire pire que ça, c'est que non seulement t'as merdé, en plus t'as un peu balancé le fait que t'étais pas en direct, enfin que tu n'étais pas toujours en direct, en tout cas. Enfin là, c'est la disaster class, quoi. Ouais, et puis après, il y a les promos où en fait, je me demande encore à ce jour, c'était un botch, c'était juste un truc complètement perché. On avait eu Kalisto qui avait fait une promo mais absolument lunaire. Il y a 2 ans, quand il parlait de Good Lucha, Lucha Things. Mais il le répète plusieurs fois, enfin on comprenait rien. Il y a la promo de Scott Steiner aussi, où avec le pourcentage de chance de victoire de on en a longuement débattu dans notre podcast. Smojo, ouais. Et là c'est des machins où c'est une promo loupée, ou si c'était juste complètement perché dès le départ, même tout récemment, hein, je suis obligé d'en parler, c'est impossible de pas en parler. Le trou de Nia Jax, ça lui a échappé ou c'était calculé depuis le début? Alors moi je dirais que c'était calculé. Je pense, franchement, je pense que vu déjà qu'elle est pas bonne catcheuse, je suis désolé, ça me fait du mal quelque part de m'acharner sur Nia Jax parce que c'est elle est nulle en même temps. Non mais c'est quelqu'un en qui je croyais en plus beaucoup au début pour plein de raisons, parce que j'ai une autre catcheuse que j'idolâtre qui est Piper Niven, qui effectivement qui maintenant est à NXT UK mais aussi à la Pro Wrestling Eve, et qui moi j'en ai toujours déjà beaucoup parlé, ce que j'aime énormément dans le catch, c'est la variété de corps et de gabarits, et c'est vrai que effectivement c'est ce qu'on appelle on va dire big girl, quoi, pour le dire avec les termes anglais, parce que c'est vrai qu'en français on n'a pas trop d'équivalent, et j'y croyais beaucoup, puis elle a une certaine aura, elle a une certaine gueule, quoi, et bref, donc pour récapituler, Nia Jax a fait un ersatz de leg drop sur l'apron, sur le bord du ring, qui était destiné à Lana, et loupé, et puis s'est relevé en disant my hole, donc mon trou, sous-entendu évidemment voilà, mon anus.
Ouais. Et en gros, non, moi je pense pas, parce qu'en plus d'être mauvaise catcheuse, c'est pas une spécialiste de l'acting, quoi. D'ailleurs, ça transpire quand tu vois les promos qu'elles font ensemble en tant que championne en équipe avec Shayna Baszler. Franchement, Qui Shayna, elle vend vraiment le truc, et l'autre, toujours en mode tais-toi, enfin reste là en mode grande catcheuse et puis tais-toi, quoi. Sachant qu'en plus, ouais, enfin, on lui a pas non plus. Je trouve Shayna Baszler est très bonne en tant que lutteuse. Oui. Au micro, c'est quand même nettement moins impressionnant. Non, c'est certain, Mais, mais elle roule mais seule. oui, après, comparé à Nia Jax. Ouais, là où tu Mais vois, ouais, après, du côté d'NXT, ils ont compris le délire, Gonzalez et Kai, c'est Kai qui parle, et Gonzalez, elle est plus ça en mode strong girl, big girl, et voilà. mais après, ouais, est-ce que c'est vrai que j'imagine tellement bien en même temps McMahon dans son Ah oui. derrière le dos, bah, avec le fameux, enfin là, c'est Ouais, ça, c'est c'est drôle, c'est drôle. such good shit C'est drôle, ouais, pour c'est ça. pour paraphraser John Moxley. Non, et puis Voilà. après, Ah on a non, aussi un non, petit peu on de. parle pas de ce monsieur, hein, dans le Ah oui, non, podcast. c'est vrai, c'est vrai. Non, je rigole. Non, et puis on a un petit peu de corpsing aussi avec, bah, il y en a eu récemment avec les Iconics, où Billy Kay, bah, qui est drôle, Billy Kay, même si je trouve qu'en ce moment un Oui, peu moins, mais ouais, où des fois, en fait, elle était tellement drôle que bah, Peyton Royce à côté, des fois, commençait à éclater de rire. ouais. Elle cherchait à le masquer, donc c'est là qu'on voit que là, on Elles est ont un sur du passif, vrai hein. corpsing. Elles ont un passif, Mais parce que je pense que ces deux-là et Becky Lynch, c'est les trois qui ont le plus souvent des fous rires. Alors, on vous invite à regarder un épisode je crois que c'est un double épisode de Up Up Down Down, entre Becky Lynch et notre cher, oulala, excusez-moi, son nom m'échappe, l'animateur principal de Up Up Down Down, Austin Creed. du New Day. Xavier Woods, Austin Creed, oui, Xavier, du coup. Xavier, voilà, Austin Creed, qui ont un fou rire pendant 2 émissions durant, où ils jouent à Mortal Kombat. Voilà, ils font des jeux de mots toutes les 30 secondes. Enfin bref, C'est voilà, ça, ouais. Bah, c'est les gens trop drôles font botcher du coup leur partenaire des fois, voilà. puisque ils déclenchent des rires qui sont pas supposés être là. Je Mais bon, pense, ça c'est les bons botch. C'est que voilà. justement, ça veut dire ils sont tellement bons dans leur rôle humoristique que ça marche même sur des gens qui sont au courant de la blague, en fait. Voilà, on aura fait un très joli tour avec donc comme la typologie proposée par Félix et Mathieu, donc botch heureux, botch ridicule, botch tragique et cadeau bonus botch promo proposé par Mathieu à l'instant sur le the hit of the moment. On va terminer par un peu la Madeleine de Proust, ou en tout cas un botch vraiment emblématique. Mathieu, on te laisse tout seigneur, tout honneur, commencer par voilà, celui qui spontanément, soit le plus marquant, soit historiquement, comme tu le sens. Bah, ouais, enfin, il y en aurait même deux, mais bon, le premier, je vais passer rapidement dessus parce qu'on en a déjà parlé, c'est le Shockmaster. Ouais. C'est le botch légendaire, c'est un des mieux. Et le second, bon, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais je vais revenir plus longuement dessus. Donc c'était dans ce combat à la TNA. Oui, ça s'appelait pas encore Impact à l'époque, avec une lutteuse. Je me demande même si c'était pas une nana de la télé-réalité sur ce match-là, et qui avait en fait, bah, dans une thématique très proche de mon trou. Donc elle, c'était Myvage, elle s'était écriée Myvage 2-3 fois comme ça, dans un match qui, de toute façon, au-delà de ça, était une purge abominable, et qui avait donné, ça permet de reboucler avec Botchamania, justement, dans un des podcasts d'analyse du pay-per-view, sur le Wrestling Observer, on avait donc Brian Alvarez qui avait parlé de ce match, qui était évidemment revenu sur le Vagegate, et qui avait terminé avec un -5 stars, qui figure dans l'intro de Botchamania, justement, tellement c'est un monument du milieu du catch et du botch. Alors pour Voilà info, pour les deux qui m'ont. la catcheuse en question, c'est Shelly Martinez. Voilà, j'arrivais pas à retrouver son nom. À ne pas Et confondre avec Mercedes. Voilà. qui ne Félix, vient pas c'était pas une nana de la télé-réalité en fait, hein. Je Non, crois non. que c'était une vraie catcheuse. Malheureusement, oui. pas doué, mais une vraie Voilà, catcheuse, voilà, à mettre à côté de Nia Jax. elle a botché sa carrière, sa vocation, on va dire. Voilà. Félix, Alors moi, fort de tous ces botches déjà cités, j'avais pensé à notre cher Chris Jericho, qui commence à nous faire peur en botchant ses Lion Salt ouais. en ce moment. Mais alors là, il faut remonter dans le temps, c'était en 2012, build-up de WrestleMania 28 contre CM Punk, où évidemment CM Punk est straight edge, donc on va l'attaquer sur ce genre de choses.
l'alcool, la drogue, etc. Donc Jericho, le rocker, le méchant, il va prendre une bouteille de whisky, il va démolir CM Punk et puis il va l'abreuver de whisky. Sauf que notre cher Jericho avec son slim cuir qui nous rappelle Ross dans Friends, qui était censé être hyper sérieux, hyper agressif, c'est grave ce qu'il vient de faire, il vient d'abreuver de whisky un straight edge, le fils d'un alcoolique, etc. Et ben il glisse. Et il se ramasse sur CM Punk lui-même, qui doit rire intérieurement quand il se reçoit Chris Jericho sur son corps. Et il se relève et il est tout mécontent d'avoir glissé, etc. Donc ça rend la séquence encore plus drôle. Voilà, il y en a des dizaines des cas comme ça, mais je sais pas pourquoi, c'est celui-là qui m'était revenu à l'esprit. Voilà. Grâce à tes yeux. Moi, je vais terminer en étant assez contemporain par rapport à vos exemples. Je vais, un peu comme Mathieu, je vais tricher. Je vais aller rapidement sur le premier qui est assez tragique et je vais un peu le relever par un autre plus rigolard entre guillemets, bien que très facepalm. Le premier, donc c'est Sakura Genesis 2018 à la NJPW. En l'occurrence, nous avons un certain match qui oppose Marty Scurll à le high flyer haut voltigeur Will Ospreay, et nous avons une espèce de prise moonsault qui accompagne Marty Scurll et sur laquelle en fait sur l'apron, donc sur le bord du ring, et sur laquelle ça aurait pu très 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 mal finir, où Will Ospreay a bumpé sa nuque, sur le sommet de son crâne en tout cas, et pas loin de sa nuque. Il s'est relevé, d'ailleurs sa coupe de cheveux s'est transformée en mode blond à rouge écarlate, c'est peut-être ça, le fameux blond vénitien. Et en l'occurrence, il a continué de catcher pendant, je crois, entre 10 à plus de 10 minutes, malgré tout. Donc le match est resté très très propre, contrairement à ses cheveux. Et même après, à la fin, on avait Kushida qui limite sur la fin promo provoque, parce que c'était pour le titre de champion junior, lui disait limite en mode body language, mais va te soigner mec, et Will Ospreay gardait son rôle de badass en lui disant non mais j'ai pas besoin de ta pitié, je vais te prendre le titre et tout. Et le deuxième, un peu plus léger, un peu plus malaise, on a parlé un peu de dimension de guest, je vais un peu enfoncer le clou parce qu'on n'a pas parlé des fails, des botches de guest, et il y en a eu un qui moi m'a tellement fait facepalmer, et c'est là où je me dis que la EW est vraiment capable du meilleur comme du pire. C'est un botch de Snoop Dogg qui a été invité récemment. Voilà, et je crois que Félix a déjà repéré, et en moi l'occurrence aussi, quelle horreur. voilà, et en l'occurrence je crois que Snoop Dogg nous a gratifié d'une espèce de tombée splash qui ressemble un peu au tombé splash de Lana, qui n'en a plus rien à foutre et qui maintenant se laisse carrément tomber de la troisième corde. Elle fait même plus l'effort de sauter, quoi, et il était extrêmement malaise, quoi, ce splash. Voilà, c'était vraiment le truc, le chèque est à la compta, et j'ai fait mon splash, et j'ai encore envie d'avoir l'air d'être un genou de 20-30 ans, alors que je vais, je crois, voire j'ai 50 ans, pour Snoop. Ouais. Donc je crois qu'on n'avait pas revu une telle voltige depuis Sin Cara, quoi. Donc voilà, c'était pour terminer sur une note un petit peu moins grave que le précédent, et ce sera tout pour moi, ce sera tout pour nous. Messieurs, tout dernier mot, si vous voulez, c'est carte blanche l'un l'autre, et puis après on conclura pour se dire où est-ce qu'on nous retrouve, évidemment. Botchamania. Mathieu, peut-être à l'origine de ce numéro. Sur une note sérieuse, merci de l'avoir fait, ce podcast, et de m'y avoir convié, parce que c'était très amusant d'en parler. Le premier du Lambini. Non, et puis que dire si ce n'est longue vie au botch, tant qu'ils sont pas tragiques. En fait. Voilà. On veut du botch léger, mais on en veut beaucoup. Continuer à faire de la merde, c'est quand même aussi ça qui rend le catch amusant. Et je voulais terminer un petit peu sur une note, je dirais intellectuelle, avec une citation de Gaston Bachelard, ceux qui connaissent, qui nous disait: le progrès n'est qu'une suite d'erreurs rectifiées. Et pour moi, je trouve que le botch, ça s'incarne et ça s'illustre pas mal là-dedans, parce que ça permet de garder aussi une trace que l'erreur est permis, et permet aussi d'évoluer justement dans le domaine du catch, que ce soit les spectateurs comme les catcheurs.
Tout à fait. Puis voilà, après, faut garder à l'esprit que ça reste un métier, catcheur, même s'il est particulier. Et Exactement. finalement, est-ce que dans nos métiers respectifs, on botche pas tous un peu une fois de temps en temps? Moi, Qui le n'a premier, jamais hein. botché à côté de la machine à café un matin à 9 Ouais, heures? ou qui n'a jamais botché un Une tableau? réunion? Moi qui travaille dans le milieu de l'analyse de données, voilà, j'ai Ouais, déjà botché des indicateurs, hein. J'ai sorti de la merde parce que j'ai bien pas été sûr, attentif. bien sûr. Voilà, écoute, c'est le lot de tout métier de se rater finalement. Voilà, belle conclusion qui ramène à la réalité. On va vous laisser là-dessus. Je vais évidemment remercier Mathieu, remercier Félix pour effectivement tout son travail de fond sur le Catch à Cast, montage, pub et autres. Vous nous retrouvez pour tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook sur Catch à Cast. C'est pas dur à retenir, c'est pas dur à écrire. Vous nous retrouvez aussi sur les émissions de Death Podcast si vous voulez découvrir les autres émissions, notamment le Suicocast dont fait partie Mathieu, et puis deathpodcast.fr pour avoir toutes les autres émissions. On vous ennuie pas trop. Les infos dans la barre d'infos. Et puis vous considérez aussi, comme on dit chez nos amis anglais, le Patreon, patreon.com/deathpodcast. Ça commence à partir de 1€. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez nous donner un petit coup de main. On vous dit écoutez, à très bientôt, parce qu'on a des belles choses d'ailleurs dans notre dans notre bag of tricks, comme qui dirait, à vous servir, qui vont d'une part doublement coller d'ailleurs à l'actualité. On vous en dit pas plus. De toute façon, Félix est espiègle, donc il vous lâchera. Il a déjà fait en partie des petites indications sur ce qui risque de vous tomber dessus. Prenez bien soin de vous, surtout par les temps qui courent, en général aussi, et à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. À bientôt, ciao. Retrouvez Catch à Cast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom. Fucking bullshit!